Alors Vincent, t'as fait ta matrice? Ouais, je viens de la finir là. Bon et alors tes chatons ils disent quoi? Bonjour, Ou bonsoir? bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Aujourd'hui sur le temps d'un lapin, retour de formation, nous sommes allés rencontrer Benjamin Schwendorf à Paris avec l'organisme Shake Up pour une formation sur l'acte, thérapie d'acceptation et d'engagement avec pour support la fameuse matrice. C'est une formation qui pour la première fois a été adaptée pour être proposée à des rééducateurs et pour évaluer l'intérêt de l'utiliser dans nos pratiques quotidiennes. Et donc l'acte fait partie des thérapies cognitives et comportementales. Benjamin Schendorf, c'est un Français qui est installé au Québec depuis quelques années, en 2010. Il est psychologue et psychothérapeute et il a créé l'Institut de psychologie contextuelle et il fait partie des personnes qui essayent de diffuser l'acte de par le monde puisqu'il est formateur et qu'il voyage beaucoup pour former des professionnels, alors surtout des psychologues, un peu partout dans le monde. Il est également auteur et co-auteur de plusieurs articles, chapitres et livres sur les thérapies cognitives comportementales et lui qu'il appelle contextuelles de troisième vague, dont Faire face à la souffrance, la thérapie d'acceptation et d'engagement guide clinique et enfin en 2017, ce qui a, je pense, motivé le contenu de la formation qu'on a reçue, le guide de la matrice ACT. Alors la matrice, c'est quoi? La matrice, c'est un support de réflexion qui peut être aidé par tout un jeu de cartes imagées représentant des concepts psychologiques plus ou moins simplifiés qui va avoir pour objectif en fait d'accompagner le patient via des supports du coup visuels et puis en posant des choses par rapport à ce qu'il peut vivre, à définir en fait ce qui l'éloigne et ce qui le rapproche de ce qui est important pour lui, avec en ligne de mire qu'est-ce qui est réellement important pour moi et malgré les choses difficiles que je peux vivre à l'heure actuelle, comment faire pour continuer à avoir des actions qui me permettent d'aller vers ce qui est important pour moi. L'idée de base pour les rééducateurs, c'est de nous aider parce que je rappelle que notre formation en psychologie est relativement pauvre, qu'on a tendance à se focaliser depuis beaucoup trop longtemps sur une approche biomécanique, à savoir une douleur égale une lésion, un problème à résoudre et qu'on a complètement négligé le pan psychosocial de la douleur, ses origines cognitives et la façon dont elle est entretenue, nourrie par des facteurs contextuels comme le stress, le sommeil, etc. Il est peut-être temps aujourd'hui de sortir du j'ai mal, j'ai pas mal et d'aller chercher autre chose, à savoir, eh bien, même si j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie, elle ne soit pas entièrement rongée par cette douleur et comment est-ce que je peux faire des choix pour garder le sens qui m'importe à moi en tant que personne et pas en tant que malade. C'est ça. Euh, Et c'est vrai que je pense que par rapport à ce qu'on a pu dire sur le podcast, Vincent, toi et moi, on était en recherche de ce genre de complément de formation qui peut nous permettre d'enrichir notre façon d'échanger avec le patient. On a une littérature très riche sur le fait que les mots comptent, la façon dont on s'adresse aux patients, ça compte, les expressions qu'on peut utiliser, ça compte, et qu'en étant léger par rapport à ce que l'on peut dire, on n'anticipe pas suffisamment les conséquences que ça peut avoir et que la façon dont on explique la pathologie au patient risque de chroniciser sa douleur. Et que du coup, moi j'étais très intéressée par cette idée d'acceptation et d'engagement que moi j'avais compris, alors c'était pas tout à fait juste, mais que moi j'avais compris comme comment faire en sorte dans l'échange que le patient ait envie de faire ces exercices parce qu'il y trouve du sens et pas juste parce qu'on lui a demandé de le faire. Je sais pas toi ce que t'attendais, Vincent. Moi, ce que j'en attendais, c'était des outils permettant de mieux faire accepter les exercices proposés Ouais, et de favoriser leur réalisation. oui, C'est-à-dire c'est vrai. d'arriver à présenter les exercices d'une manière à ce qu'ils soient perçus comme plus pertinents par le patient
Là, le concept, finalement, c'est pas tant de faire en sorte que notre prescription d'exercice soit suivie, mais de faire en sorte d'accompagner le patient pour définir ce qui a du sens pour lui, et que si on peut lui donner des exercices qui vont l'aider à aller dans ce sens-là, eh ben, ce sera plus simple pour lui de les réaliser, puisqu'il aura un but qui sera en lien avec ce qu'il est et pas juste avec nous, ce qu'on dit, et notre formation et notre aura de praticien. L'objectif de l'acte, c'est de permettre aux patients d'acquérir ce que on appelle la flexibilité psychologique, c'est-à-dire la faculté de pouvoir plus facilement choisir de faire des actions d'approche vers ce qui est important pour lui, même en présence de ce qu'on va appeler des obstacles intérieurs. Et donc, pour faire le parallèle avec la rééducation, en fait, les actions d'approche seraient les exercices qui lui permettraient de garder la capacité à faire certaines choses qui ont du sens pour lui, malgré les obstacles intérieurs qui seraient, par exemple, la douleur ou le déconditionnement à l'effort. Et je Voilà. pense que ça, c'est tout à fait adapté finalement au rééducateur. L'autre action d'approche qu'on pourrait voir, c'est des modifications de mode de vie, c'est l'arrêter de fumer, des modifications sur l'alimentation, la consommation d'alcool, tout ce genre de choses. On pourrait aussi aller plus loin en parlant de se libérer des choses que l'on fait parce qu'on pense qu'il faudrait les faire ou parce qu'on pense qu'on devrait les faire, pour aller vers qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est une limite qu'on retrouve aussi régulièrement en kinésithérapie, avec des gens qui se pensent complètement coincés dans un schéma et qui n'osent même plus espérer faire des choses qui leur plaisent. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que le formateur, hein, Benjamin Schendorf, remet systématiquement le patient au centre de la question qu'est-ce qui, au final, est important pour lui. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se faire du bien, s'aider à aller mieux. Même si on vous apprend rien lorsqu'on parle de prise en charge patient centrée, le fait de le mettre là, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que enfin, il nous arrive régulièrement d'avoir des patients, et je dirais même plus des patientes qui, lorsqu'on leur demande qu'est-ce que vous faites dans la journée pour vous, mais que pour vous, c'est-à-dire pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, et qui hésitent pendant Il pas est des minutes horrible. parce qu'on n'a pas trop le temps, mais il y a un gros blanc à ce moment-là, et puis on voit qu'elles réalisent soudain que finalement, dans une journée, elles doivent s'accorder 2 minutes pour elles, et tout le restant est dédié à autre chose. Il est très malaisant en ce moment. Toutes ces questions autour de la charge mentale, moi au début c'était presque un jeu de les provoquer en disant: «Mais finalement qu'est-ce que vous faites pour vous?» Et en fait je me suis rendu compte très vite que pour beaucoup de patients, eux-mêmes ne sont pas une priorité, et que finalement ils s'accordent extrêmement peu de temps, et que les rares fois où ils font des choses, ils le font plus pour leur santé que pour eux-mêmes. Je vais à la piscine parce qu'on m'a dit que c'était bon pour le dos, je mange des légumes, je mange machin, mais qu'est-ce que vous faites qui vous plaise? Bah, rien. Ouais, c'est assez inquiétant pour ces patients-là, et du coup, c'est pas forcément des vecteurs favorisant une amélioration de leur état. Absolument pas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'approche patient-centrée, mais je trouve que dans nos professions, comme il y a toujours cette partie mécanique qui a toujours pris beaucoup de place et qui prend encore beaucoup de place, je trouve qu'on n'est pas encore tout à fait habitué à ce que la personne, elle soit fondamentalement patient-centrée. Et je pense que c'est là où c'est intéressant quand le professionnel n'est pas forcément kinésithérapeute ou physiothérapeute, mais parce que là, lui, en tant que psychologue, il est 100% patient-centré, mais parce que c'est des choses que lui, il a toujours pratiquées comme ça, alors que nous, c'est une déconstruction qu'on a eu à faire. Le fait de devoir écouter la personne, le fait de se dire que si pour lui, ce qui est le plus important, c'est de faire ce truc-là, où il y a plein de gens qui disent depuis des années qu'il faut pas le faire comme ça, ou qu'il faut pas courir quand on a mal au dos ou autre, et que pour le patient, c'est important de courir, oui, il va courir, on va trouver le moyen de faire en sorte qui court sans avoir mal. Le plus important, c'est que le patient s'y retrouve en fait. Et que si lui s'y retrouve, tout ce qu'on pourra lui conseiller aura plus de sens si ça l'amène vers lui. Tout à fait. L'acte pour les rééducateurs peut avoir 2 niveaux d'utilité. Le premier, et celui qui peut nous servir pour la plus grande partie de nos patients, c'est de mieux définir les objectifs de la rééducation. Absolument. Le deuxième,
Et c'est là où on peut utiliser l'acte de manière un peu plus approfondie, va plus s'orienter aux patients qui vont être chroniques, que ce soit des patients douloureux chroniques, alors qu'ils aient une lombalgie, une cervicalgie ou d'autres pathologies, hein, les fibromyalgies par exemple, Oui. mais aussi d'autres patients, des patients diabétiques, des patients obèses, des patients qui ont des pathologies neuromusculaires, Pathologie des cardiaque pathologies aussi ou cardiaques, respiratoires, respiratoire. enfin, voilà, toutes ces maladies chroniques. Ça peut être intéressant plutôt quand on commence à avancer dans la prise en charge et se rendre compte qu'il n'y a pas forcément de modification du mode de vie qui est rentré, se poser, prendre 30 minutes, 1 heure et dire bah voilà, on va poser les éléments, on va dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous faites actuellement. Je pense que ça peut être pas mal pour redonner un second souffle de motivation ou déclencher un déclic chez des patients qui seraient un petit peu borderline dans leur implication, dans leur prise en charge. L'efficacité de la matrice vient en partie du fait d'apprendre à observer sur soi-même les actions d'éloignement et les actions de rapprochement. En fait, la démarche avec la matrice ACT, c'est une démarche psychologique qui peut se compléter et se nourrir de plusieurs séances consécutives. Et j'oserais dire, dans la première séance, on ne va faire que ça. C'est-à-dire, c'est une séance où on va complètement sortir de l'approche du toucher, de l'exercice ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, il faut peut-être une relation avec le patient où on puisse, à un moment ou à un autre, s'autoriser à dire, bon, bah, alors là, on va faire un entretien un peu particulier et on va remplir un schéma qui va peut-être nous aider à y voir plus clair sur votre situation et à vous aider, vous, à trouver des solutions pour avancer malgré cette limitation fonctionnelle que vous vivez du fait de votre maladie. Mais par contre, quand c'est pas possible ou dans les cas où c'est pas forcément envisageable, on peut toujours effectivement, comme tu dis, s'en servir pour aider les patients à mieux définir des objectifs qui sont importants pour lui et avec une métaphore qui est très intéressante où il dit imaginons vous êtes en voiture, vous donnez à votre GPS la consigne d'éviter les embouteillages, ça vous mènera nulle part. Une métaphore de la douleur où il dit si mon objectif c'est de ne pas avoir mal, ça me dit pas où je veux aller. Ça me dit ce que je ne veux pas faire, ça me dit ce que je veux éviter, mais ça ne me donne pas une adresse, ça ne me donne pas une direction. Et ça, c'est une métaphore que moi, maintenant, je réutilise énormément. Parce que finalement, ne pas avoir mal, c'est tout ce qu'on souhaite, mais par contre, ça ne donne rien de ce qu'on est et de ce qu'on veut, malgré la douleur. Toi aussi, Vincent, je crois que tu la réutilises, cette métaphore. Oui, elle est très efficace. On a fait un épisode précédemment sur la PSFS, la Patient Specific Functional Scale, Ouais. l'échelle fonctionnelle spécifique du patient, qui permet déjà par sa formulation de bien les définir et de remettre, d'utiliser la métaphore du GPS mental, permet encore de préciser les choses. Parce que malgré la formulation de la PSFS, des fois il reste un petit peu difficile de définir des objectifs concrètement. Tu as des patients, du coup, qui ont eu des révélations, si je puis dire, avec cette métaphore? Oui, qui ont eu des révélations et qui du coup sont vraiment partis sur des objectifs un peu plus poussés que juste plus avoir mal, pouvoir vivre comme avant, Oui. où on part vraiment sur de la fonction et pas sur de la douleur. C'est déjà un peu ce que je faisais, moi, en demandant systématiquement qu'est-ce que vous attendez de moi. Et maintenant, quand la réponse c'est ne plus avoir mal ou être soulagé, je vais compléter, alors avec ou sans le GPS, mais en me demandant est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimiez faire et que vous avez été obligé d'arrêter à cause de ce qui vous amène chez moi. Lui, il a réutilisé des métaphores qu'on voit assez souvent, comme la pilule et la baguette magique, mais qu'il a précisé un peu différemment. Vincent, toi, tu t'es procuré les cartes correspondant à la matrice. Tu peux nous parler de la pilule du bonheur et de la baguette magique? Alors effectivement, donc il y a les deux cartes. Donc la première de la pilule du bonheur, en gros, c'est la pilule qui fait que on la prend une seule fois et du coup tout va bien, on n'a plus jamais mal. Le problème, c'est qu'on est privé de toute interaction et de toute action jusqu'à la fin de ses jours. Donc en général, quand on propose cette carte-là aux gens, ceux qui nous disent bah voilà, je veux plus avoir mal, on leur propose cette carte. On leur dit bah voilà, du coup, est-ce que vous prenez cette pilule? La réponse attendue en général, c'est qu'ils disent non. Tu m'étonnes. Ce qui permet de faire passer l'idée que la douleur ne doit pas être une barrière à l'activité.
La deuxième carte employée, c'est la carte baguette magique. Je pense, Wim Dankart, quand on a fait la formation CFT, il a un peu abordé un concept comme ça, en disant la baguette magique, c'est si on enlevait toute la douleur, toutes les émotions négatives, toutes les pensées, d'un seul coup, qu'est-ce que vous pourriez faire du coup? Le coup de la pilule du bonheur, il était assez interloquant, hein. Sur le moment, on s'attend pas du tout à ce type de... Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose comme la baguette magique et on s'attend pas à ce type de provocation. Ok, vous pourriez ne plus du tout avoir mal, mais vous feriez plus rien. Qu'est-ce que vous choisiriez? Et il y a un côté un peu bousculant qui est peut-être pas forcément adapté à tous les patients, mais qui peut être intéressant chez certains qui sont très enfermés dans une boucle, dans la chasse à la douleur et qui en ont perdu de vue un petit peu le fil de leur identité. Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que toi tu utilises au quotidien? Alors, ce que j'utilise au quotidien, c'est un outil que Benjamin a présenté où en fait on fait un tableau avec les patients, avec d'un côté ce qui a été essayé, les différentes thérapeutiques qui ont déjà été essayées, et à côté efficacité à court terme, moyen terme et long terme. Et on va noter dans ce tableau comment est-ce que chacune de ces thérapeutiques a fonctionné. Ça m'a pas mal tiré du pétrin, on va dire, avec une patiente qui venait avec un historique de soins passifs énorme. J'ai posé le tableau, on a dit voilà, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, qu'est-ce que ça donne, comment est-ce que ça vous soulage. Bon, et vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Est-ce que vous souhaiteriez plutôt quelque chose qui vous soulage à court terme, ou est-ce que vous souhaiteriez quelque chose qui permette d'aller mieux à long terme? Et de poser vraiment tous les éléments par écrit et que la patiente visualise ce tableau, ça lui a fait choisir sans aucune hésitation le long terme, en renonçant aux éléments qui l'a soulagé à court terme. D'accord. Voilà. Avec malgré tout, c'est grâce à la formation avec Greg Lehman hein, que j'en ai parlé en lui disant que on pouvait malgré tout avoir recours à ce qui est efficace à court terme dans des moments où ça lui paraissait difficile, ou si j'étais pas disponible pour faire ça, qu'elle aille voir un confrère qui lui serait à même de lui prodiguer. Donc ça a été, c'est bien tombé parce que je pense que c'est un des premiers bilans que j'ai eu après la formation. Ouais. Je sais pas aujourd'hui comment ça se serait passé si je n'avais pas eu ce petit outil. T'étais un petit peu plus dans la rancœur avant, un petit peu plus dans la crainte de ce qu'ils attendaient et de comment amener le fait que tu n'allais pas forcément répondre à leurs attentes Oui, par rapport à ce que tu sais de la littérature. exactement. Et du coup, ce tableau, il me permet d'amener beaucoup plus facilement une prise en charge qui va être parfois différente que de ce qu'ils ont connu les fois précédentes. Moi, je ne l'ai pas posé à plat en entier sur une feuille. Par contre, je m'en sers assez régulièrement par rapport à certaines attentes, notamment de soins passifs chez des gens qui ont déjà eu des soins. Par soins passifs, j'entends mobilisation, massage, et de dire, ben voilà, écoutez, quel résultat ça avait? Est-ce que c'était plutôt court terme, moyen, long terme? Et aujourd'hui, si moi je fais le choix, si je ne vous propose pas de massage, c'est parce que j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné dans la durée la dernière fois et que j'aimerais qu'on essaye d'explorer ce qui pourrait marcher à plus long terme, si vous êtes d'accord. Moi, ça m'aide aussi également de poser les choses en disant, ben voilà, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je sais que ça va vous faire du bien, mais que ça ne va pas durer dans le temps et moi, je veux plus pour vous. Hmm. Je trouve que c'est mieux accepté et on est plus dans un échange justement d'acceptation et de consentement. Ce que j'ai apprécié avec la formation, du coup, ça m'apporte un outil chez les patients qui sont un petit peu à la limite entre il y a une forte implication de leur état psychologique sur leur pathologie, mais est-ce qu'ils ont un problème d'ordre psychologique suffisamment important pour avoir besoin d'un psychologue ou est-ce que ça fait partie des choses que je peux défricher? D'autant que l'accès au psychologue est quand même assez peu naturel pour beaucoup de nos patients qui, dès qu'on commence à évoquer la sphère psychologique, affirment tout de suite qu'ils ne sont pas fous, alors que la psychologie, c'est quand même bien autre chose que de s'occuper exclusivement des gens qui sont fous. Et du coup, ça permet aussi d'utiliser cet outil, de montrer, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des éléments qui affectent leur mental, qui ont un impact sur leur santé physique, et ça peut être soit un moyen de défricher ça, soit un moyen
de leur dire, voilà, ça, c'est des choses que vous pourriez aborder avec un professionnel de la santé mentale, d'une manière plus efficace, avec d'autres outils et avec une vision plus maîtrisée, plus professionnelle de la question. Pour moi, il est hors de question que ça supplée à la consultation d'un professionnel de la santé mentale, Oui. mais ça peut être un bon outil pour orienter les gens vers ces professionnels. Ce qui fait totalement partie de notre rôle pour moi, c'est de les accompagner, et souvent c'est pas très loin, dans le fait de réaliser sans préjugés, sans culpabilisation, que comme tu dis, certains éléments contextuels, émotionnels vont avoir un impact sur leur douleur. Oui, effectivement, quand on arrive à leur demander: «Bah, voilà, la douleur est plus forte, est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de difficile?» Ou quand on leur demande d'où vient la douleur, selon leur avis, il y en a quand même pour moi de plus en plus qui arrivent à dire que oui, c'est vrai qu'ils étaient moins en forme, qu'ils étaient plus fatigués, ou que, c'est vrai qu'ils sont très stressés en ce moment, et je pense que tant que nous, on n'arrivera pas à les accompagner là-dedans, on pourra pas prendre en charge leur douleur dans son ensemble. Parce que, on les entretiendra dans l'idée qu'il y a une lésion anatomique et qu'il faut faire un type de mouvement, un type de massage, un type de truc, et que c'est ça qui va résoudre leur problème, et que tant que ça marche pas, bah, ils vont se dire: «Purée, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer», et personne le voit, et ils restent dans un cercle vicieux douloureux. Donc je suis d'accord avec toi, et ça, je pense pas que ce soit du ressort du psychologue. C'est du ressort du professionnel soignant, de premier recours, que de réussir à lutter contre ces préjugés-là. Si c'est pas dans mon corps, c'est dans ma tête, et c'est que je suis fou, et de dire: «Mais oui, effectivement», les gens le disent eux-mêmes. Les gens, ils rentrent en septembre en disant: «Bah oui, j'étais en vacances». La plupart du temps, ils disent qu'ils avaient moins mal. Alors ils vont parler du coup du fait que c'est le beau temps, mais T'as raison, en plus, quand tu fais le rapport entre qu'est-ce que vous avez fait auparavant et quelle a été la durée à plus ou moins long terme, et comment évoluent vos douleurs lorsque votre état d'esprit est moins positif, que vous êtes plus stressé, que vous avez beaucoup plus d'anxiété, que ces choses-là évoluent, les gens font assez rapidement le lien entre, encore une fois, lorsqu'il n'y a pas d'explication anatomique, biomécanique ou même de surcharge à leur douleur, vont spontanément réaliser que finalement la kinésithérapie c'est bien, ça leur permet d'avoir un peu moins mal parce que c'est un moment qu'ils s'accordent à eux, mais qu'en fait ce dont ils ont besoin c'est de s'occuper de leur personne et de ces choses qui les affectent, et que ce ne sont pas des soins physiques à répétition ou la prise de médicaments à répétition qui vont améliorer les choses. bah, c'est une forme, d'empowerment, hein, qui est plébiscitée dans d'autres types de domaines, mais qui peut tout à fait s'appliquer ici. Je trouve dommage, c'est que souvent, quand ils arrivent à faire le lien entre des états émotionnels négatifs et une douleur qui augmente, il y a ce truc qui va juste ensuite, c'est de dire: «Alors c'est pas une vraie douleur». Et du coup, autant je trouve ça difficile de les amener dans le fait que oui, quand je suis fatiguée, j'ai plus mal, oui, quand on me crie dessus au travail, j'ai plus mal. Et je trouve ça tout autant difficile de les retenir, de faire le lien avec le fait: «Ah mais si en fait c'est parce que ça se passe mal au travail que j'ai mal, alors c'est pas une vraie douleur et j'ai pas une vraie raison d'avoir mal». Et je trouve que ça rejoint ce que tu disais par rapport à la négation de soi et le fait de s'occuper de soi et de faire des choses pour soi et qui les protègent eux-mêmes, et de dire que oui, essayer de mieux dormir, ça va m'aider pour la douleur. Oui, essayer de me protéger des personnes toxiques autour de moi, ça va m'aider pour la douleur. Et pas de dire: «Ah ouais, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de vraie douleur». Alors que s'ils ont mal, c'est qu'ils ont une vraie douleur. Et ça, on est tellement d'accord là-dessus. Pour moi, ça, c'est la grosse erreur de ces dernières années, en fait. C'est d'avoir réussi à instaurer dans l'esprit des gens le fait qu'on pouvait douter d'une douleur. Alors qu'en fait, s'ils ont mal, il n'y a pas à discuter. La question se pose pas. Soit la douleur, elle est disproportionnée par rapport au stimuli, c'est-à-dire que pour un mouvement minime ou pour une caresse, ils expérimentent une douleur importante, une douleur pour un truc qui est pas censé faire mal, mais dans tous les cas, ils ont mal et il faut qu'on s'occupe de cette douleur, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pas parce qu'ils sont pas censés avoir mal que la douleur qu'ils expérimentent n'est pas censée exister, elle est là. Ça, c'est une évidence. Vincent, à qui tu recommanderais cette formation, toi, du coup?
Alors, du coup, je recommanderais cette formation à des kinés, puisque ça s'adresse aux rééducateurs, qui ont besoin d'un outil pour un petit peu les aider à dépister les besoins en santé mentale de leurs patients. Ça, c'est Oui. un premier outil. Ceux qui s'adressent à des patients chroniques, chez qui ils ont besoin de définir des objectifs qui s'affranchissent un peu de la douleur, ou chez qui ils souhaiteraient favoriser les changements de comportement. En ajoutant que je pense que ça reste pas un outil suffisant. Je pense que l'entretien motivationnel est quelque chose à aller chercher. Mais voilà, je pense que c'est un outil qui est intéressant. Moi, j'ajouterais, puisqu'il faut jouer la méchante, deux petits bémols. Attention, c'est une formation qui est d'abord très peu conceptuelle, c'est-à-dire qu'elle aborde relativement peu les contextes de psychologie auxquels elle fait référence. Donc, elle est très pratique pour acquérir très rapidement des métaphores intéressantes sur la douleur et pour accompagner très rapidement les patients. Par contre, elle creuse peu les concepts qui sont en dessous, c'est-à-dire qu'on reste sur du vécu, du ressenti, de l'expérientiel et sur des cartes avec des concepts qui sont présentés de manière à être compréhensibles et utilisables par et pour tous, y compris les enfants. Donc attention à ce que vous attendez de cette formation et puis peut-être quelque chose d'un peu plus personnel pour approcher la technique de la matrice ACT. On va pratiquer et on va pratiquer sur soi. Donc vous allez être amené à réfléchir sur des choses qui peuvent être difficiles pour vous, qui peuvent avoir été ou être encore difficiles, que ce soit vous en tant que personne ou des histoires de relations dans votre couple ou dans votre famille. Et je la déconseillerais peut-être à des gens qui se sentent dans une situation un peu difficile, psychologiquement parlant, que ce soit pas très loin du burn-out, que ce soit en questionnement par rapport à un couple en difficulté, ou que ce soit juste par rapport à soi-même et à des questions d'ordre psychologique. Merci en tout cas à Shake Up, du coup, à Arnaud et Rémi d'avoir permis que cette formation puisse avoir lieu. Merci à Benjamin Schendorf pour sa bonne humeur communicative, sa formation qui a un petit peu chamboulé mes habitudes en termes de pédagogie, plutôt en bien, je trouve. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.